notre chaîne YouTube, sur notre chaîne YouTube. Donc, n'hésitez pas à aller aussi révisionner, enfin, le premier groupe de travail qui s'est tenu le 25 octobre. Donc, sur le premier groupe de travail, nous avons eu un rappel de la loi APER, donc d'accélération des énergies renouvelables et tout, avec la présentation de Monsieur Fourcade de la DDT de la Marne. Donc, avant de commencer donc ce groupe de travail, je ferai un petit rappel de qui sommes-nous. Donc les générateurs, nous sommes un réseau des conseillers à destination des collectivités pour le déploiement des énergies renouvelables électriques, éoliennes et photovoltaïques. C'est un réseau national qui a été lancé par l'ADEME et le ministère des Affaires de la transition énergétique, autant pour moi. Euh, donc, au niveau régional Grand Est, le réseau est porté par nos trois associations. Donc, on est soutenu par le dispositif Climaction qui finance en partie notre mission et aussi le FEDER. Euh, donc, ce réseau est à destination des collectivités, donc du bloc communal, et aussi les élus, les équipes techniques qui se posent des questions, donc qui peuvent directement nous solliciter, soit via nos différentes structures, soit via notre site internet, où vous aurez aussi nos contacts, donc à la fin de ce diapo, qui vous sera envoyé à l'issue du webinaire. Un petit rappel aussi sur les outils qui sont à disposition des collectivités. D'abord, dans le cadre de la définition des zones d'accélération, vous avez le portail cartographique national qui est toujours en version bêta, mais la version définitive sera lancée le 11 décembre. Mais tout ça sera rappelé tout au long de ce groupe de travail. Donc, il y a aussi le guide pas à pas qui a été mis en place pour accompagner, enfin pour montrer un peu les couches qui peuvent être intégrées directement sur ce portail cartographique avant de, de pouvoir retravailler au sein de la commune pour par la suite mettre sur la version finale. Vous avez aussi la cartographie des zones favorables au développement de l'éolien qui a été mis en place par l'ADREAL. Donc, c'est aussi un outil qui peut aussi permettre aux communes de visualiser un peu les zones qui sont favorables au développement de l'éolien, qui tient en compte de toutes les contraintes qui peuvent exister, donc contraintes biodif, d'urbanisme et tout, tout ce qu'il y a, enfin, comme contraintes à prendre en compte. Il y a le guide à destination des élus qui a été mis en place par le ministère de la Transition énergétique pour enfin, concernant la loi en question sur la planification des énergies renouvelables, effectivement, des fiches ENR qui ont été réalisées par l'ADEME et qui permet aussi de voir en gros pour chaque énergie renouvelable les avantages et la mise en place de ces énergies renouvelables. À l'exemple d'une cartographie à l'échelle départementale, nous avons ici dans les Ardennes la DDT qui a mis en place cette cartographie, enfin la préfecture, enfin, pour montrer un peu aux communes de voir à l'échelle départementale ce qu'il y a comme énergie renouvelable développée et aussi voir un peu comment définir ces zones d'accélération. En termes humains et réseau, donc vous avez les chargés de mission Climaction dans le cadre des demandes de subventions pour tout ce qui est projet euh, des énergies renouvelables et aussi d'autres thématiques. Les chargés de mission plan climat, air, énergie et territoire et les conseillers énergie partagée au sein de vos intercos qui peuvent aussi vous accompagner dans la définition d'une planification énergétique et ainsi faire aussi des suivis et des consommations énergétiques du territoire, l'identification des potentiels et d'autres sujets aussi qui peuvent aborder. Et nous, les générateurs qui sommes aussi là et mobilisés pour vous accompagner dans le développement de vos projets photovoltaïques et éoliens, le réseau GECLAIR qui accompagne au montage des projets citoyens d'énergie renouvelable et l'implication des citoyens dans le développement des projets de territoire. Euh, les référents préfectoraux, donc pour faciliter vos démarches dans le cadre
de la définition des zones d'accélération. Vous avez aussi les conseillers territoriaux Enedis où euh, selon où est-ce que vous vous situez, donc le gestionnaire de réseau de distribution en question, qui peuvent vous fournir des données de consommation électrique de votre collectivité et aussi un accès à la cartographie des capacités de réseau pour visualiser un peu comment et où est-ce qu'on peut poser des énergies renouvelables pour avoir un accès au raccordement assez facile, collaboratif aussi euh, à destination, enfin à votre destination. Euh, donc, pour passer à l'étape suivante, donc on aura une intervention donc de Monsieur Pasquier du ministère de la Transition énergétique, de la Direction générale énergie et climat, qui vient de nous rejoindre effectivement, donc qui va nous faire, enfin qui va répondre aux questions qui nous ont été remontées via le formulaire qu'on avait lancé lors du dernier groupe de travail. Il y a eu quelques questions donc qui vont être répondues tout au long de ce groupe de travail. Et également, si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser dans l'onglet discussion qui se trouve juste en bas de votre écran. Mes collègues enfin, du réseau, les générateurs qui sont aussi présents derrière l'écran, qui vont aussi relever ces questions et peut-être aussi apporter des réponses. Sinon, les questions voilà, seront directement traitées par notre intervenant. Euh, donc, il y aura aussi un temps d'échange si le temps nous permet après. Et donc, de là, vous pouvez aussi lever la main et prendre la parole si vous voulez poser votre question directement. Donc, Monsieur Pasquier, je vous ai vu rentrer dans la salle. Donc, est-ce que vous êtes là? Oui, bonjour, vous m'entendez correctement? Oui, on vous entend correctement. Donc, Parfait. j'ai fait une présentation assez générale du réseau et un petit rappel de quelques outils qui existent pour tout ce qui est démarche d'accompagnement, planification. Donc là, je vous laisse la parole donc de la suite de ce groupe de travail. Ça marche, très bien. Du coup, vous continuez à diffuser les slides. Du... Oui, Ouais, parfait, super. Du coup, Alexandre Pasquier, ravi de pouvoir échanger avec vous aujourd'hui. Je travaille à la Direction générale de l'énergie et du climat au sein du ministère de la Transition énergétique. Et donc, je travaille au sein du bureau qui s'occupe notamment de la planification territoriale pour les énergies renouvelables terrestres. Donc, voilà. Donc, pour un petit peu de contexte, euh, la, la loi APER, donc c'est la loi d'accélération pour la production d'énergie renouvelable qui a été publiée le 10 mars 2023. Elle prévoit dans son article 15 la mise en place d'une planification ascendante des énergies renouvelables sur le territoire français. Donc globalement, qu'est-ce que ça implique? Ça, ça demande aux communes de définir des zones d'accélération sur leur territoire pour les énergies renouvelables. Et donc, on va avoir un enjeu que ces zones soient des zones suffisamment grandes pour qu'on puisse atteindre les objectifs énergétiques fixés aux différents niveaux. Et donc, à terme, que ce soit fixé avec les objectifs régionalisés de la programmation pluriannuelle de l'énergie. Et vous pouvez passer à la slide. Donc, on a remonté plusieurs questions qui vont servir de thématiques tout au long de la présentation. Donc, la première, c'était quels sont les critères qui permettent de définir des zones et donc, par conséquence, qu'est-ce qu'une bonne zone d'accélération? Donc, ces zones d'accélération, elles correspondent à des zones qui vont être jugées préférentielles et prioritaires par les communes pour le développement des ENR. Elles sont proposées donc par vous, les communes, pour chaque type d'énergie renouvelable. Donc, on aura des zones PV, des zones éoliennes, des zones biométhane. Et elle prend en compte les conditions favorables au développement de cette énergie. Donc, on va regarder si, enfin, elles doivent être faites, vous pouvez choisir, mais idéalement en bonne intelligence, en se disant, voilà, c'est une zone ensoleillée ou c'est une zone où il n'y a pas d'enjeu particulier. Donc, par exemple, ça va être des zones humides ou des zones espèces protégées.
ça peut être, enfin, il y a toute une catégorie de zones à enjeu qui auront été fléchées. Et pour ce faire, on a mis en place avec l'IGN et le CEREMA un portail cartographique qui met à disposition toutes les données nécessaires à la prise en compte de ces enjeux et à la définition de ces zones d'accélération. Donc le portail, il est déjà disponible depuis mai, il sera disponible à partir du 11 décembre dans une version beaucoup plus conséquente dont on pourra discuter ensuite. Et donc ces zones, elles marquent une bonne acceptabilité locale, mais elles ne préjugent pas de la faisabilité des projets ENR, parce que les services instructeurs de l'État devront quand même instruire les projets. Donc c'est des zones politiques, et elles devront être suffisamment larges pour permettre la réalisation des projets, car ce n'est pas parce on flèche une certaine zone que forcément toute la zone euh, permettra de réaliser des projets dessus. Peut-être que sur une zone fléchée, un seul projet émergera, peut-être plusieurs, ça dépend aussi de la taille de la zone, forcément. Mais voilà, donc l'idée, c'est que ça va être des zones plutôt politiques qui montrent que c'est euh, energy friendly, mais c'est aussi des zones assez larges pour permettre voilà, l'instruction et la réalisation concrète des projets. Donc, quelle procédure pour la mise en place des zones d'accélération, la mise en œuvre, quelle aide de l'État et l'application aux citoyens? Donc, j'ai des slides récapitulatives, il me semble, après, mais globalement, les zones d'accélération, elles sont définies par la commune, qui va pouvoir se concerter avec les EPCI. À la fin de cette définition de zone, elles vont pouvoir, ces zones, être arrêtées par le référent préfectoral et ensuite analysées par le comité régional de l'énergie. Le comité régional de l'énergie va pouvoir, lui, regarder toutes les zones qui ont été remontées donc, par les départements, par les référents préfectoraux, donc au niveau régional, avec des objectifs régionalisés de politique énergétique. Et si ces zones sont suffisantes, il va arrêter la cartographie, et si elles sont insuffisantes, il va demander à avoir des zones complémentaires. Une fois cet exercice terminé, donc c'est-à-dire on est après les passages en creux et euh, les zones ont été arrêtées par les communes définitivement, elles peuvent ensuite être intégrées dans les documents d'urbanisme via le mécanisme de procédure simplifiée. Et l'État, en contrepartie, accompagne les projets donc avec les dispositifs de soutien que l'on met sur l'ensemble du territoire français, donc des dispositifs financiers pour les porteurs de projets, pour leur permettre pour les inciter plutôt à aller pour flécher ces zones et les inciter à aller sur ces zones en priorité. Et en parallèle, la loi met en place un mécanisme de partage territorial de la valeur pour les collectivités. Donc ça, c'est pas pour la planification, c'est pour les projets ENR de façon plus générale et les projets énergétiques. Mais ça existe aussi du coup sur la partie plus collectivité. Donc on a 3 slides là sur un petit récap des étapes de cette planification. Donc la loi, globalement, vous pouvez revenir. Oui, voilà, parfait. Vous pouvez revenir. La loi a été publiée le 10 mars, et donc on a eu une obligation légale sur la première colonne côté État à publier le plus de données possible dans un délai de 2 mois. Donc pour cela, on a passé une convention avec l'IGN et le CEREMA pour mettre à disposition toutes les données qu'on avait à disposition et les données qui étaient à disposition des services déconcentrés de l'État, donc des REAL et de certaines DDT qui avaient été faites au niveau local. On a créé un portail cartographique pour les ENR et que l'on continue d'alimenter et que l'on continue d'améliorer, mais qui permettait déjà d'avoir à disposition un grand panel d'éléments pour définir ces zones d'accélération. À la suite de cela, on a eu 6 mois pour définir les zones d'accélération sur le territoire des communes. Donc, c'est les communes qui sont à la manœuvre et elles ont
Alors, elles avaient initialement jusqu'au 10 novembre. Finalement, on a poussé jusqu'à la fin de l'année. Ce délai, c'est pas un coup près. On aura l'occasion d'en reparler ensuite. Mais voilà, c'était un premier cran dans la démarche. Donc, la commune flèche ses zones d'accélération. Puis, après avoir mené des concertations avec ses citoyens et un débat au sein de l'EPCI. Elle fait remonter ces zones au référent préfectoral, donc c'est la partie concertation territoriale. Ce référent va récupérer toutes les zones qui sont sur son territoire et les transmettre au comité régional de l'énergie pour avis. Et le comité régional de l'énergie, c'est ce que je disais tout à l'heure, va avoir un délai pour analyser toutes les zones qui ont été remontées et voir si elles correspondent aux objectifs énergétiques de la région. À la suite de ça, on a deux possibilités, donc on peut aller à la slide d'après. Voilà, donc le cas le plus simple, c'est le comité régional estime que les zones sont suffisantes. Il va du coup donner un avis favorable et transmettre la cartographie à nouveau au niveau départemental, donc c'est le référent préfectoral, qui est un sous-préfet, qui sert de guichet un peu unique à toute cette planification. Et donc lui va euh, arrêter cette cartographie, la transmettre aux communes qui vont pouvoir prendre une délibération finale sur ces zones d'accélération sur leur territoire et ensuite pouvoir, ce que j'expliquais tout à l'heure, les intégrer dans les documents d'urbanisme, etc. L'autre cas, c'est si les zones ne sont pas suffisantes, là on part pour un second round. Euh, le document revient aux communes qui ont à nouveau un délai pour donner des zones complémentaires ou finir les travaux si elles n'avaient pas eu le temps de le finir lors du premier exercice. Et on repasse sur la même démarche, c'est-à-dire le référent préfectoral qui transfère au comité régional de l'énergie. Et là, quel que soit l'avis du comité régional de l'énergie, que les zones soient suffisantes ou non, la cartographie sera arrêtée par le référent préfectoral et par les communes. Du coup, on a à nouveau, voilà, à la suite du 31 décembre, que les zones soient suffisantes. euh, Si c'est suffisant, tant mieux, et on pourra arrêter la cartographie. Si c'est pas suffisant, on a à nouveau quasiment 6 mois pour définir des zones complémentaires. C'est pour ça aussi qu'on disait que c'était pas forcément un coup près, cette date du 31 décembre, plus euh, l'adaptation au niveau local où on a donné des instructions souvent au préfet de laisser un peu d'adaptation pour les communes qui doivent terminer des zones, par exemple. Voilà. Je pense qu'on peut passer à la slide suivante. Voilà. Donc, quelles sont les filières d'énergie dans les zones d'accélération? Donc, les zones d'accélération, elles concernent les installations de production d'énergie renouvelable. Et donc, elles concernent l'ensemble des filières terrestres. Donc, ça ne concerne pas l'éolien en mer, par exemple. Et elles concernent donc le photovoltaïque, l'éolien, l'hydroélectricité, la méthanisation, la géothermie, la biomasse et le solaire thermique. Donc, toutes les ENR sont théoriquement à traiter sur le territoire d'une commune. Cependant, il faut le faire de façon intelligente, c'est-à-dire que on sait très bien que certaines sont plus complexes à zoner et fortement liées aux conditions tarifaires qui seront mises en place par l'État. Donc, dans un premier temps, ce qu'on peut faire, c'est favoriser euh, le développement d'un zonage pour les ENR les plus adaptés. Et en plus de cela, évidemment, on ne demandera pas de mettre des zones en place si l'énergie, notamment par exemple l'énergie géothermique, n'existe pas sur le territoire de la commune ou n'a pas de pertinence sur le territoire de la commune. Donc, sur une autre question, alors c'est un exemple, hein, j'ai j'ai mis une petite prévention sur mon exemple, histoire qu'on ne reprenne pas forcément telle quelle cette slide. Mais du coup, à quoi ressemble une zone d'accélération? Donc là, j'ai pris l'exemple du portail cartographique. Et donc, globalement, on va pouvoir tracer des patatoïdes sur le territoire de la commune.
par zone, enfin par type d'énergie. Donc là, bon, j'ai pris le centre-ville de Montpellier, j'ai pas fait, euh, c'était juste un exemple comme un autre, mais globalement, on pourrait imaginer donc là pour le potentiel photovoltaïque en ville et flécher le centre-ville, voilà, le cœur historique de la ville comme étant favorable. Ensuite, voilà, c'est pas forcément la zone la plus favorable à faire, pas du tout. C'était juste un exemple parce qu'en fait, il y avait le tracé de la route autour et que c'était simple à dessiner. Mais on peut voir que globalement, dans l'outil, on a le potentiel qui sera disponible. Donc, on voit que plus c'est sombre, plus c'est pertinent. Et voilà, il y a des zones qui seront potentiellement plus intéressantes à faire. On voit que certains coins sont avec des potentiels solaires assez intéressants autour. On n'a pas forcément besoin de tracer une ou plusieurs zones. Ça, c'est vraiment à l'appréciation. On aura des communes qui vont mettre toute la ville ou tout le village en zone d'accélération, en disant, voilà, j'ai pas forcément la capacité de mettre en place des zones d'accélération très détaillées sur mon territoire, mais je donne le signal politique que euh, ma commune est intéressée par l'installation de NR sur son territoire. Ou à l'inverse, si vous avez la capacité, vous voulez flécher des zones en particulier, vous pourrez faire plusieurs zonages sur la commune pour flécher certaines zones en particulier. Et donc, en fait, vous n'aurez pas une zone pour le photovoltaïque, mais vous aurez en fait plusieurs zones définies sur le territoire de votre commune. Voilà, donc ça, c'est vraiment à l'appréciation de chaque maire et ça sera vraiment en fonction de vos envies et de vos compétences. Donc ça sera vraiment, et ce sera à faire pour chaque type d'énergie. Donc voilà, enfin, je l'avais déjà abordé, mais quel délai pour définir les zones d'accélération? Donc c'est bien ce que je disais, c'est que théoriquement, c'était enfin, l'obligation légale était au 10 novembre. Ce délai a été étendu par la ministre à la fin d'année. Il faut bien se dire que c'est pas une date coup près, et que on échange quand même avec les services, notamment des DDT et les référents préfectoraux, pour permettre de prolonger cette période afin que on puisse terminer les premiers travaux et de vraiment ce premier exercice. L'idée, c'est pas non plus de prolonger pendant des mois dans certaines communes, enfin dans certains départements et pas dans d'autres, parce que l'idée, c'est vraiment de pouvoir aussi permettre le premier exercice des comités régionaux de l'énergie. Donc peut-être qu'un pilotage au niveau du préfet de région sera nécessaire entre tous les référents préfectoraux afin d'être sûr que un département l'arrête pas au 31 décembre et que les autres départements l'arrêtent 5 semaines après, parce que ça serait 5 semaines perdues pour les départements qui auraient arrêté avant. Enfin, voilà, il y a une coordination sûrement à faire au niveau régional. On échange régulièrement avec les services dans les DREAL et les DDT pour essayer de voir euh, ce qui peut être fait en bonne intelligence. Et donc, c'est ce que je disais, si les comités régionaux jugent les zones insuffisantes, il sera demandé de compléter les zones avec un second exercice, donc à la suite duquel les zones seront arrêtées. Et donc, si le référent préfectoral décide d'arrêter ces zones et que le travail n'a pas été terminé au 31 décembre ou un peu après, ça ne veut pas dire pour autant que c'est fini. On peut continuer à échanger avec, par exemple, les générateurs, mais les services en DDT si vous travaillez avec eux, ou les PCI si c'est le PCI avec qui vous travaillez pour définir ces zones d'accélération, pour travailler en temps masqué et pour définir des prochaines zones que vous pourrez intégrer ensuite, ou pour les énergies, si vous avez favorisé certaines énergies plutôt que d'autres pour rentrer certaines zones dans les temps. Voilà, vous aurez du temps en plus et on est bien conscient que les délais sont très contraints, mais voilà, on essaie de rassurer tout le monde. C'est pas des dates couperées et c'est pas des deadlines strictes, sachant que voilà, c'était le 31 décembre, c'est demain. Donc il y avait une autre question qui était
comment se passe la transmission des informations au référent préfectoral? Donc, ce référent préfectoral, c'est un rôle qui a été créé par cette loi d'accélération, qui, son rôle, c'est d'accompagner la définition des zones d'accélération et les projets d'énergie renouvelable sur le territoire, donc sur son département. Donc, il a un double travail qui est de participer à la définition de ces zones et il a aussi un travail de conseil. Et donc, vous pouvez potentiellement solliciter les services du département et du référent préfectoral si vous le souhaitez. Et son rôle, c'est ensuite d'arrêter la cartographie une fois que vous l'avez transmise pour qu'ils puissent les envoyer au creux, qui les analyseront. Nous, depuis côté ministère, on travaille, c'est ce que je disais tout à l'heure, avec l'IGN et le CEREMA à la définition d'un portail cartographique qui aura une version, une V2 alors pas au 10, mais au 11 décembre, parce que le 10 décembre, je crois que c'est un dimanche, mais ce portail, il va permettre de tracer des zones, en fait, sur votre commune, sur le territoire de votre commune, et de les transmettre au référent préfectoral. En fait, l'outil il pourra même faire d'autres choses. Il va vous permettre de transmettre pour avis à l'EPCI, mais aussi au département, par exemple, en amont, et ainsi que à tous les organes consultatifs enfin, pour lesquels vous auriez besoin d'un avis. Donc l'idée, c'est d'avoir, en fait, avec ce portail, une seule entrée qui vous faciliterait le travail avec plein de couches pour les enjeux, comprendre voilà, les couches potentielles pour chaque énergie, mais aussi les couches à enjeu, donc si c'est des zones Natura 2000, si c'est des zones SNIEF ou autres. Et si vous avez besoin de consulter certains, certains organes, notamment par exemple les, vous avez besoin d'un avis, je sais pas, mais je pense peut-être pas le meilleur exemple, mais des parcs des parcs naturels sur votre territoire, vous avez besoin d'un avis. Ça pourra être créé directement dans le portail, puisque vous aurez des comptes certifiés. Les référents préfectoraux en auront aussi, les creux aussi, mais aussi il y aura, voilà, tous les acteurs qui peuvent émettre des avis auront des comptes certifiés, et ça pourrait être ce portail l'unique entrée sur tout ce travail de planification. Donc globalement, comment se transmettront les zones? Idéalement, via le portail, qui vous permettra de tracer les zones et de les transmettre. Et donc, l'ensemble de cette démarche pourra être faite sur le portail. Donc, Donc, oui, merci, monsieur, parce qu'on arrive à l'issue des questions qui ont été remontées. Euh, donc, c'était un peu ça, enfin, le but de ce groupe de travail, enfin, de pouvoir apporter des réponses du point de vue du ministère sur la loi et sur la définition des zones d'accélération. Et on aura sûrement d'autres questions là, du coup, dans la file, enfin, dans l'onglet discussion, ouais, sûrement bien pour sûr. apporter des réponses également. Donc, c'est le temps d'échange. Ouais, ouais, bien sûr. Ouais. Bah, du coup, n'hésitez pas si vous avez des questions, je peux les prendre comme ça si vous voulez. De toute façon, j'en ai vu. Alors, sur la géothermie, je pense que du coup, j'ai répondu oui, elle est intégrée. Et ensuite, j'ai vu une autre question sur... alors, les propositions de zonage des communes doivent-elles être centralisées par les EPCI avant de transmission au référent préfectoral? Alors là-dessus, euh, non, pas forcément. En fait, ça dépend un peu de ce que veut faire la commune. C'est-à-dire, si vous voulez tout faire vous-même, vous devez consulter le PCI, mais vous n'avez pas forcément enfin, ça ne doit pas remonter par le PCI, sachant que vous aurez du coup des comptes certifiés via le portail. Vous pourrez consulter le PCI ou dans certaines communes qui ont délégué notamment par exemple leurs compétences énergie à l'EPCI, l'EPCI pourra travailler, enfin vous pourrez travailler directement avec eux et en fait du coup ce sera le travail de l'EPCI qui aura été fait pour lequel ensuite vous avez un avis conforme quand même
Du coup, vous devrez prendre une délibération. Euh, on va vous envoyer normalement, on a prévu des modèles de délibération pour les communes, pour ces zones d'accélération. Et ensuite, vous intégrez, enfin, elles seront intégrées dans le portail et vous pourrez les faire remonter. Mais il n'y a pas d'obligation que ce soit centralisé par le PCI. Pour la seconde question sur les avantages économiques, alors, en fait, je crois que c'est l'article 17 de la loi qui prévoit deux choses. Elle prévoit un avantage, enfin, dans les avantages financiers mis en place pour les zones d'accélération, en fait, on va avoir deux choses. On va avoir dans les dispositifs de soutien de l'État, dans le mécanisme des appels d'offres, donc c'est construit avec des composantes qui sont une composante prix qui va être très importante, et ensuite d'autres composantes qui sont notamment le financement participatif, la gouvernance partagée. On va pouvoir intégrer une nouvelle composante qui va être la composante zone d'accélération. Et donc, dans cette construction du prix, il va être plus intéressant, donc ça va être un bonus en fait, euh, qui va faire que ça va être plus intéressant économiquement pour les porteurs de projets d'ENR d'aller se mettre sur ces territoires. Ensuite, on va aussi avoir une modulation tarifaire. Cette modulation tarifaire, elle va être liée au fait que, bien qu'on vous mette à disposition un ensemble de jeux de données pour que vous puissiez définir des zones d'accélération, il est possible que votre zone d'accélération, elle soit pas sur des zones optimales pour ce type d'énergie. Par exemple, on sait que on a un couloir de vent pour de l'éolien. Enfin, de façon purement logique de marché, le porteur de projet irait se placer à l'endroit où c'est le plus pertinent et où le couloir de vent est au mieux. Avec cette modulation tarifaire, modulo quand même une certaine logique économique, c'est-à-dire s'il n'y a pas de vent du tout sur la zone fléchée, il n'y aura pas de modulation tarifaire, mais si on imagine par exemple que euh, la zone est favorable, mais n'est un peu moins favorable que les conditions habituellement optimales vers lesquelles se dirigent les porteurs de projets, l'État prendra en charge le différentiel, jusqu'à un certain seuil, hein, bien sûr, euh, pour permettre aux zones de rester compétitives. Pour ce qui est du partage de la valeur, c'est un décret qui est en cours, donc c'est pas moi qui m'en occupe, mais on a un décret en cours sur les retombées économiques des projets énergétiques au niveau local. Et donc, il sera mis en consultation. Pour l'instant, je crois qu'il est encore en rédaction, si je ne dis pas de bêtises, où il y a eu peut-être des premières consultations dessus. Donc, ça sera un décret qui permettra de flécher comment, euh, comment sont faites ces retombées pour le niveau local. Alors, et du coup, le PCI peut-il être centralisateur des aides à ENR sur intention volontaire de l'ensemble des communes? Oui. Oui, oui, clairement, ça peut être, enfin, il peut être clairement l'acteur moteur des zones d'accélération, comme ça peut être d'autres acteurs aussi, si enfin, on a des endroits où on sait que c'est plutôt la DDT qui va être très active dessus en proposant des zones d'accélération sur l'ensemble du département. La seule contrainte, c'est que la commune valide à la fin ces propositions. Mais là-dessus, il n'y a aucun problème, que ce soit, nous, on a identifié en priorité dans ces acteurs qui viennent aider, donc un certain nombre, dont notamment les services de l'État et les activités publiques. Mais évidemment, par exemple, le réseau des générateurs, si, s'ils ont les compétences et les capacités, ils pourraient aussi accompagner des communes pour définir des zones d'accélération sur le territoire. Là-dessus, on n'est pas du tout fermé et il n'y a pas du tout de contraintes posées dessus. Alors, Mm. Il y a, euh, pardon. pour relever les chiffres avec nous qui sont
qui sont là en ligne, notamment les générateurs. Thomas, est-ce que tu as des questions qui reviennent du coup? Oui, donc Monsieur Pascal a répondu directement aux questions qui ont été posées. Alors, il y a une question qui vient d'apparaître, donc il y a une question qui vient de moi. Et donc, c'est la question sur la question du partage de la valeur. L'ensemble des porteurs de projets devront alimenter le fonds, donc c'est-à-dire les développeurs constructeurs, mais aussi les collectivités, voire les collectifs citoyens, ou alors seuls les porteurs de projets privés auront cette obligation. Et Euh, alors, là-dessus, j'avoue que j'ai plus les détails en tête de comment, enfin les détails, le fonctionnement en tête, parce que c'est pas vraiment des détails, mais le fonctionnement en tête. Euh, alors, je veux pas dire de bêtises, mais il me semble que c'est les porteurs de projets. Mais à confirmer, je pourrais peut-être demander à l'équipe concernée par le sujet, je pourrais vous le reconfirmer par mail si vous voulez, mais je ne l'ai plus exactement en tête. Pour, si vous voulez, je peux prendre, j'ai vu qu'il y avait d'autres questions. Euh, une il y a question, une question, il y a une allez-y. question sur les ABF. En fait, les zones, il y a assez peu de zones rédhibitoires dans la définition des zones d'accélération. C'est-à-dire que c'est pas parce que votre village est concerné, enfin, par un avis ABF que, enfin, aucune partie en tout cas du village est concernée ou de votre commune est concernée par un avis ABF, que ça vous empêche d'avoir une zone d'accélération définie sur cette zone-là. L'idée, c'est de montrer, en fait, en premier lieu, avec une zone d'accélération, que euh, cette zone vous semble intéressante pour développer de l'énergie renouvelable. Ça ne vient pas à la place de l'instruction du dossier, ce n'est pas à la place des permis potentiellement délivrés. Donc, c'est vraiment, voilà, une indication politique de la bonne acceptation potentielle des projets de tel type d'énergie renouvelable sur cette zone d'implantation. Donc en soi, vous pouvez parfaitement définir une zone d'accélération sur une zone qui est concernée par un avis ABF. Et ensuite, voilà, ensuite l'avis ABF pourra potentiellement bloquer, mais vous montrez quand même que cette zone vous intéresse pour le développement des ENR. Et alors, pour la question sur le solaire thermique, je n'ai pas de vue sur la cartographie sur le portail. En effet, c'est la même que le photovoltaïque sur toiture. Voilà. Pour ça, on n'a pas fait de doublon pour éviter de trop charger le portail, vu que certaines couches sont assez lourdes. Mais du coup, oui, c'est la même zone. Alors, euh, vous me dites hein, quand je m'arrête pour les questions, etc. Hein, mais si vous avez un délai de temps, mais euh, des acteurs privés promoteurs de NR sont-ils déjà identifiés quand il s'agira de concrétiser les installations et la production d'énergie? Alors là-dessus, non, en fait, enfin, c'est le marché qui décidera. Si vous avez des porteurs de projets qui viennent euh, proposer ou décider de s'installer sur le territoire de votre commune, nous, on a identifié personne. Il y a de nombreux acteurs qui existent dans le développement de projets d'énergie renouvelable. On n'en flèche pas en particulier. Ça serait assez malvenu de notre part. Donc là-dessus, nous, on n'intervient pas du tout et ce sera exactement pareil que ce qui se passe actuellement. Alors, doit-on délibérer en conseil municipal pour valider la cartographie avant l'envoi par le portail à la préfecture? Oui, vous aurez une délibération à faire là-dessus. On a préparé des délibérations clé en main, si l'on veut. Donc, vous aurez à rentrer les informations ensuite pratiques qui concernent votre commune en propre et les zones que vous voulez définir en propre. Il est en relecture par les services déconcentrés de l'État. On l'a aussi envoyé
à l'AMF pour relecture, voir si ça leur convenait. Et une fois que enfin, que tout sera bien ficelé, on pourra les transmettre et elle sera notamment sur la plateforme, je pense qu'on la mettra sur la plateforme expertise territoire du CEREMA, qui nous sert de plateforme d'entraide et où on échange beaucoup, il y a beaucoup de questions. Il y a aussi la plupart des documents qu'on a mis à disposition depuis un peu plus de 6 mois qui sont disponibles sur cette plateforme. Donc, il y a toute une partie dédiée donc, à cette planification. Donc, je pense qu'on le mettra dessus et ensuite, on la transmettra à tout le monde pour relayer si des communes ont besoin. La méthodologie de l'EPTCI ne prévoit pas de l'ENR biomasse. Doit-on obligatoirement la prendre en compte? Si oui, avez-vous une méthode? Alors, là-dessus, c'est ce que je disais précédemment. On essaie de... Enfin, moi, ce qu'on conseille, c'est de favoriser en priorité les installations pour lesquelles c'est facile pour vous. Ensuite, pour ce qui est de certaines installations, notamment de chaleur, euh, la loi nous impose de mettre en place des zones d'accélération pour les installations de production d'énergie. Donc, les installations de production d'énergie, ça va être du coup des centrales biomasse ou géothermie, par exemple. Mais on n'aura pas de zone, par exemple, de réseau de chaleur. Réseau de chaleur ou de froid, les zones ne sont pas définies, sachant qu'en fait, les réseaux de chaleur sont des vecteurs forts sur les territoires, mais ne sont pas des installations de production. Donc, pour ce type d'énergie, ce qui peut être fait, c'est de raisonner un peu à contrario, en disant j'ai besoin d'un réseau de chaleur ou de froid sur mon territoire, je vais flécher potentiellement l'ensemble de la commune pour installer un réseau de chaleur ou de froid sur mon territoire. Et donc, ensuite, ce fléchage va se faire en disant, ben voilà, je ne sais pas forcément ce qu'il faut, mais je peux mettre la commune en étant, l'ensemble de la commune en étant favorable à la biomasse ou favorable à la géothermie. Et donc, ça sera potentiellement votre zone de réseau de chaleur. Donc, je pense que ça peut être quelque chose qui est fait. Et ensuite, dans le portail, on prévoit bien que d'intégrer des données pour pouvoir dimensionner ensuite ces centrales en intégrant par exemple des informations type j'ai besoin une installation de biomasse ou de géothermie pour tant d'habitants. Voilà. Ou ma commune fait euh, voilà, tant de logements, j'aurais besoin pour à peu près cette taille. Et donc, à terme, le portail permettra d'avoir, quand on définit ces zones, d'avoir les potentiels énergétiques. C'est histoire que vous puissiez vous dire, j'ai 2 hectares de photovoltaïque sur ma commune, ça représente tant de photovoltaïque sur ma commune. Donc en puissance, c'est-à-dire en mégawatts. Et donc on aura à peu près des équivalents faciles. Et idem du coup pour les énergies thermiques, comme ça peut être le cas avec la méthanisation ou la biomasse. Je suis pas, je suis, non, pardon. Je sais pas si je suis clair. Donc n'hésitez pas à me reprendre s'il y a des incompréhensions. J'ai passé la journée au Salon des maires, du coup j'ai un petit peu parlé. Donc peut-être que ce qui me semble évident l'est pas forcément pour tout le monde. Euh, la commune, alors en C'est la zonage question de ENR pour les zone. zones d'aléa PPRI, je m'excuse, je ne sais pas ce que vous appelez zone d'aléa PPRI. C'est la question des risques inondations, a priori. Ah, alors, normalement, c'est intégré dans le portail comme une zone à enjeu, mais il me semble pas que ce soit identifié comme étant une zone rédhibitoire. De toute façon, les zones rédhibitoires, il y en a que quelques-unes qui sont parfaitement identifiées. Elles ont été remontées surtout par l'OFB, donc côté biodiversité. Mais il me semble
que c'est pas des zones rédhibitoires. Après, ce sera analysé notamment par les comités régionaux si vous proposez des zones sur des zones à enjeu. Et ces comités régionaux, s'ils considèrent qu'il y a des vrais enjeux locaux dessus avec une impossibilité, ils pourront vous le signaler en disant que c'est pas une zone qui peut être comptabilisée comme une zone d'accélération. Alors, sur la philosophie de ces zonages, on essaie au maximum de prêcher la bonne parole et d'essayer d'expliquer, parce que c'est un sujet pour des maires qui est assez complexe, en plus qui est un sujet énergie assez pointu. Donc, on comprend parfaitement que ce soit pas évident. On essaie de mettre en place le plus de vecteurs d'information possible. Donc, n'hésitez pas à demander de l'information sur ces sujets-là. Notamment, alors là, vous avez la chance d'avoir le réseau des générateurs qui met en place ce type d'échange, mais vous pouvez aussi solliciter les services, potentiellement les services de l'État aussi, donc les DDT. Et puis, nous, on essaie de mettre à disposition le plus d'informations possible via notamment la plateforme dont je parlais tout à l'heure, Expertise Territoire. Je pourrais renvoyer le lien ou peut-être côté générateur, vous les avez sûrement. Mais voilà, on essaie de mettre en place, on a mis de nombreux webinaires en place pour expliquer ces zones, expliquer la planification. Et il y a des replays qui sont disponibles et on met voilà, beaucoup de documentation dispo aussi. Donc bon, je sais bien que c'est pas votre seule problématique sur vos territoires, mais si vous avez besoin, il y a des gens qui sont disponibles pour vous accompagner et pour échanger. Oui, je l'ai rappelé aussi au tout début des outils qui sont à disposition des collectivités, notamment les différents réseaux régionaux, que ce soit les générateurs ou les GECLAIR ou les réseaux du dispositif Climaction, les conseils en énergie partagée qui sont aussi des interpôts, ou aussi les conseils en plan climat, air, énergie, territoire, qui Oui. sont soit intégrés dans la DDT ou soit aussi directement dans les collectivités, donc qui peuvent aussi apporter des réponses et qui peuvent aussi éventuellement orienter la commune vers un interlocuteur assez compétent sur ces sujets-là. Mm. Donc, on avait aussi une question, il me semble que c'est la dernière Oui, sur ben, les discussions. en fait, je pense que je l'ai déjà évoqué. Je comprends bien le sujet et la complexité à le mettre en place. Sachez aussi que voilà, enfin, on est particulièrement contraint, nous aussi, par les obligations enfin, que la loi fait peser sur tout le monde. On en est parfaitement conscient. Et c'est pour ça que voilà, on essaie de mettre en place des moyens et des délais qui sont plus entendables pour permettre de faire cet exercice et de le faire. Enfin, on comprend parfaitement qu'il y a des gros enjeux sur de nombreuses communes. Et voilà, l'idée, c'est de vraiment commencer par ce qui est le plus simple pour vous et de le faire pas à pas et avec le meilleur accompagnement possible sur les territoires. Mais oui, on est bien conscient que c'est complexe et que il y a de nombreux débats à produire notamment. Que se passe-t-il si on ne répond pas? Euh, alors, je suppose que du coup, ça veut dire que si vous décidez de ne pas mettre en place des zones d'accélération. Je pense que c'est ça la question, effectivement. Ouais, alors, en fait, la commune ayant un avis conforme pour la définition des zones d'accélération, elle n'est pas dans l'obligation de mettre en place des zones d'accélération.
L'autre pendant des zones d'accélération, c'est si les zones d'accélération sont suffisamment développées et que les comités régionaux considèrent que ça correspond aux objectifs régionalisés de la PPE, il y aura la possibilité de mettre en place des zones d'exclusion. Donc, si on ne répond pas, il n'y a pas d'obligation de mettre en place les zones d'accélération sur le territoire. Néanmoins, ça ne sera pas possible de mettre en place des zones d'exclusion, du coup, si on n'atteint pas les objectifs régionalisés, si on n'atteint pas les objectifs au niveau régional. Donc, voilà, mais du coup, il n'y aura pas non plus de... Enfin, il n'y aura pas non plus forcément de zones fléchées forcément favorables pour l'implantation des projets. Et on aura la mise en place à la place pour permettre quand même le débat et la discussion d'un comité de projet qui sera monté par les porteurs de projets principalement pour permettre un espace de discussion entre le porteur de projet et le maire de la commune pour l'implantation des projets sur son territoire. Est-il prévu d'inclure les données pour le PV flottant sur le portail cartographique? Alors, il me semble qu'on a des données sur le PV flottant. Pour autant, elles ne seront pas introduites, je crois, de suite parce on les a pas on n'a pas fini de flécher l'ensemble enfin, on n'a pas des données au niveau national sur le PV flottant. Du coup, je pense, il me semble qu'il faut consolider ces données pour pouvoir les intégrer ensuite dans le portail. Mais oui, à terme, il y aura les données sur le PV flottant aussi. Donc, je pense la dernière question, j'y ai partiellement répondu aussi. Il sera demandé il me semble qu'il sera demandé alors, si la commune décide de ne rien faire, il y aura pas je pense pas qu'il y ait l'obligation du coup de prendre des zones d'accélération, de prendre une délibération. Néanmoins, ça peut aussi indiquer une volonté de la commune de marquer le fait qu'elle ne décide pas, qu'elle décide de ne pas mettre en place des zones d'accélération. Donc, je pense que ce sera à l'appréciation des communes, ce point-là. Et il me semble que... il y a encore d'autres questions qui arrivent. Ouais. Alors, pour le zonage, donc globalement, le zonage, il est prévu que ces zones d'accélération, elles soient fixées jusqu'à la prochaine programmation pluriannuelle de l'énergie et qu'elles soient révisées donc à chaque exercice de cette PPE. L'idée, c'est du coup d'avoir une PPE tous les 5 ans, donc c'est l'obligation qui est légale. La prochaine programmation pluriannuelle de l'énergie sera faite normalement à la fin d'année prochaine. On a des travaux préparatoires qui sont menés et on aura une loi de programmation de l'énergie au cours je pense au premier semestre 2024. Donc, une déclinaison avec les objectifs nationaux et régionalisés d'ici la fin d'année 2024. Et donc, un nouvel exercice pour la définition de ces zones d'accélération, je suppose à peu près sûrement début 2025. Et ces zones seront ensuite définies pour 5 ans jusqu'à la définition de la prochaine PPE. Alors, donc, quelle est l'articulation entre les zones, les ZAER et la directive RED 3? Alors, en fait, RED 3, donc je me suis renseigné il n'y a pas longtemps en plus dessus. Donc, RED 3, c'est la directive énergie renouvelable 3. Donc, il y en avait une il y en a une à peu près tous les 5 ans, je crois, ou à peu près, au niveau de la Commission européenne.
Euh, pardon. En fait, elle a mis en place des zones d'accélération après celles qui avaient été définies dans la loi APER, donc la loi d'accélération mise en place en France. Et elle met en place en fait deux choses, des zones d'accélération qui sont des zones très larges, qui sont des zones favorables aux ENR, mais qui sont bien au-delà du simple modèle communal, qui sont en fait des grandes zones identifiées mais qui n'ont ni contraintes, enfin, qui ne sont pas vraiment opposables, qui n'ont pas de contraintes, il me semble, politiques ou euh, d'application. C'est juste des grands fléchages de zones favorables pour développer des énergies renouvelables sur certaines zones du territoire. Et en parallèle, il y avait le mécanisme qui existait déjà dans RED 2 qui s'appelait les Go-to Area, qui sont en fait des zones, pour le coup, beaucoup plus précises, qui ont été renommées assez récemment des zones d'accélération, qui sont, elles, pour le coup, des zones très précises avec une vraie planification territoriale sur cette zone-là et qui dépend plus, en fait, des mécanismes de plan-programme que du mécanisme que nous, on met en place de zones d'accélération. Donc, sur des zones voilà, très concentré et avec un vrai suivi euh, assez poussé en fait sur cette zone. Donc on aura, de ce que j'ai compris sur RAID 3, il met en place vraiment ces deux mécanismes dans ce qu'ils appellent les zones d'accélération. Et les zones d'accélération françaises se situent au milieu, donc en ayant un cadre plus fermé que les grandes, mais moins aussi de programmation que les petites zones d'accélération définies dans RAID 3. Alors aujourd'hui, un projet en ZAER proposé par la commune sur un terrain privé peut être refusé par le propriétaire privé. Est-ce que dans quelques années, la loi ne va pas imposer un projet en ZAER soit réalisé sans accord préalable du propriétaire privé? Alors, non. Non, non, parce que voilà, c'est le propriétaire du terrain, s'il décide de ne pas implanter d'énergie renouvelable sur son terrain et enfin, c'est sa propriété privée, on n'a on n'a aucun droit d'aller lui forcer la main. Je pense que là, cette fois-ci, on arrive au thème des questions. C'est ouais, c'est la dernière qui vient d'arriver. Donc, si vous avez d'autres questions, n'hésitez surtout pas donc à le noter dans le chat. Euh, donc, on avait prévu un webinaire qui peut durer voilà jusque 19h, 19h30 grand max, mais là voilà, on est largement dans le timing. Donc, n'hésitez pas si vous avez des questions. Donc, moi, je vais reprendre le partage d'écran pour vous diffuser la fin du diapo, donc de la présentation qui a été prévue. Hop, c'était prévu de vous partager un peu nos prochains rendez-vous. Donc, on organise les DGENR, c'est des rendez-vous mensuels tous les deuxièmes lundis du mois. Le prochain sera le 11 décembre et ça se passe à 12 heures sur Zoom. Et on va discuter, enfin, vous parler un peu de la géothermie et la filière géothermie qui est animée par Noé Imperatori ici en Grand Est. Vous pouvez retrouver le programme donc via le lien qui est juste là ou sur notre site internet Les Générateurs. Pour se former, donc, on organise aussi des sessions de formation. Là, on est plutôt sur l'autoconsommation qui est prévue sur trois sessions. Donc, la prochaine qui est le 4 décembre à Reims, le 19 janvier et le 23 février en Lorraine et en Alsace. Donc, pour s'inscrire, il suffit juste voilà, de nous envoyer un petit mail sur les contacts qu'on a laissés sur le diapo à la fin.
Donc pour ce groupe de travail ainsi les webinaires précédents, vous pouvez les retrouver sur notre chaîne YouTube Grand Test 100% ENR. Euh, donc ainsi que les déjeuners également. Euh, et voilà nos contacts pour les noter ou soit sur nos sites internet ou vous les aurez donc via la présentation qui vous sera envoyée à l'issue du webinaire. Euh, Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser. Sinon, moi j'arrête mon partage et on conclut du coup la présentation d'aujourd'hui, donc qui a été riche déjà par les questions qui ont été posées et également euh, vos questions déjà relevées sur le formulaire qui a été envoyé à l'issue du groupe de travail du 25 octobre. Donc, nous, les générateurs, donc, on peut vous apporter des réponses, des questions que vous vous posez, donc, sur le déploiement des énergies renouvelables électriques, mais pas juste que vous accompagner dans la définition des zones d'accélération. Donc, là, je le rappelle, c'est un réseau qui a été mis en place pour accompagner, renseigner, sensibiliser les élus, avec d'autres missions qui peuvent être techniques, sur, le parcours d'un projet ENR, donc en phase développement et en phase émergence avant développement. Et donc, dans le cadre de la planification énergétique, on peut aussi vous renseigner, mais pas vous, enfin, être présent donc devant la machine et vous tracer les zones d'accélération. Euh, donc, s'il n'y a pas de questions, donc moi je vous dis à très bientôt et merci d'être présent et merci aussi à Monsieur Pasquier de la présentation qui a été faite et des réponses des questions.